qui m'intéresse évidemment dans l'architecture, c'est plutôt le côté praticien, le côté artisan, presque au sens de Ruskin. Vous savez bien, Ruskin qui décrivait les écoles d'architecture comme des écoles d'autodidactes, ce qui me semble pas si mal. Mon propos, évidemment, c'est ni la tabula rasa, ni la conservation, ni le prêt-à-penser conceptuel ou stylistique. En définitive, c'est les aventures dont je parle, les aventures architecturales qui donnent les meilleures réponses là-dessus. C'est un de mes premiers projets, c'était assez rigolo, c'était un cabinet de psychanalyste que j'avais fait à Nogent-sur-Marne en venant phagocyter un ancien garage, une présence post-mo, mais déjà quelques dadas sur la façon d'ouvrir cette espèce de lanterne japonaise sur le jardin au gré des allées et venues des patients. Ça, c'est une maison faite pour une famille qui avait 5 enfants, dans un terrain très en pente, un terrain issu des découpages réguliers de Saint-Cloud. Je leur ai proposé d'avoir des espaces évidemment communs en partie basse, suivant le terrain, suivant les différentes terrasses du terrain. Évidemment, le jardin et les séjours sont en cascade, en terrasses successives, en restanques, et ces parois de profilite, donc de ce verre épais des années 50, qui permet de créer des protections et une thermique pas si mal. C'est une maison surtout étonnante par l'aventure, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir la faire avec 2 propriétaires différents. C'est à Montrouge, une série de petites de constructions assez simples. L'ensemble du terrain était recouvert de hangars. Le premier vendeur était un artisan. Hangar que j'ai dégagé petit à petit pour retrouver 3 entités bâties et créer une connexion. Ce que je trouvais intéressant là aussi, ce que je développerai un peu plus tard sur les problématiques de reconversion et de réhabilitation, c'est de s'inscrire dans un continuum dans lequel on est une pièce à un moment donné. On prend les rênes à un moment donné de cette maison. Là, j'ai eu la chance de le prendre à 2 moments, mais elle avait une vie avant et elle continuera après. Mais là, je vais vous parler plutôt d'une activité de l'agence qui est très constante et assez importante, qui est évidemment les travaux de reconversion et de travailler dans le déjà là, donc dans le patrimonial. De quoi on nourrit un projet contemporain quand on hérite d'un bâtiment aussi extraordinaire que les magasins généraux de Pantin, donc un bâtiment des années 30, un bâtiment extrêmement spectaculaire, très théâtral, à un point d'inflexion, puisque justement on crée le port à cet endroit de l'inflexion, donc il a une présence assez extraordinaire, avec cette rythmique très particulière qui est qu'au droit des portes, il y a des renforts de consoles pour reprendre les charges. Le projet, en fait, de façon très schématique, consistait pour moi, en 2 choses. Bon, évidemment, un travail, je dirais, patrimonial sur la périphérie. Sauvegarder, je dirais, la spatialité de ces immenses salles dans les parties basses. Et en partie haute, j'ai entaillé, en gros, sur la base d'un tiers, par une grande forme interne, 2 grands patios de bois, à l'intérieur de ce vaisseau de béton. Un bâtiment comme ça nous a permis de résoudre des problèmes que jamais je n'aurais pu résoudre dans un bâtiment neuf. Le jardin, on a pu le faire avec un vrai jardin. Pourquoi ? Parce qu'on a jusqu'à 1,4 tonne au mètre carré dans ces engins-là, ces engins industriels-là. Parce qu'on a plus de 7 mètres sous plafond. Donc on peut faire un vrai auditorium, on peut faire un vrai studio photo, on peut faire un vrai studio son avec une boîte dans la boîte. Là, je ne pourrais pas le faire à la Défense avec 2,70 m et 350 kg. Il y a une espèce de générosité, de simplicité donnée par le bâtiment qu'il ne faut surtout pas louper. Donc ce n'est pas juste un problème d'esthétique pour bobos branchés. Non, il y a des réponses là qu'on n'a nulle part ailleurs. Et qu'aucun promoteur ne nous aurait payé ailleurs. C'est un projet totalement différent qui est le musée de la Poste à Paris, qui est un bâtiment qui a été créé dans les années 70 par André Châtelain, un grand prix de Rome,
avec un sculpteur, Robert Juvin, dans les musées des années 70. En gros, on fait des boîtes noires pour des problèmes de conservation préventive. Donc, Chatelain se retrouve avec 4 à 5 niveaux noirs et demande à Juvin de travailler là-dessus. Les années 70 sont extrêmement controversées, tout le monde le sait. Moi, en tant qu'architecte, je trouve que c'est important de défendre ces œuvres-là, et nous avons gagné le concours en défendant cette pièce d'architecture et notamment cette façade comme étant presque une des pièces du musée, de la collection. Alors, on voit que le projet de Juvin, il y allait franco, il venait coloniser l'ensemble. Ils ne sont pas allés jusque-là. Et on est, en gros, vous voyez là, on construit en même temps que la tour Montparnasse. C'est dans le même coin, c'est la même dynamique. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans le concours, et ça on ne le voyait pas du tout au départ, c'est l'envers du décor. C'est de se voir que Chatelain avait utilisé ce grand béton architectonique et Juvin, le sculpteur, lui, il avait imaginé presque des petits parpaings triangulaires avec des facettes. Et ça a été un boulot de titan, à mon avis, pour analyser lequel va où et comment on le met pour recréer l'image au dos. Et donc, il y a cette arrière qu'on a révélée et intégrée dans le travail muséographique fait par notamment Isabelle et Claudine qui sont là-bas. Nous, ce qu'on a proposé, évidemment, c'est de garder en gros, le schéma de Chatelain. On monte et on va descendre dans les collections. Créer cette grande verticalité, donc la notion de vide, oui, on a tapé dans ce bâtiment pour remettre une verticale autour de laquelle on allait tourner. Et avec l'envie tout à fait pressante de se dire que le musée de la Poste était à peu près connu pour ses expos Tempo. Mais les collections de la Poste elle-même sont totalement inconnues. C'est un public captif, c'est les enfants amenés par le rectorat ou c'est les associations de postiers ou de philatélistes. Donc, évidemment, ce vide-là nous permettait de faire une chose qui pour nous était fondamentale, c'était de mettre en relation directe la galerie du rez-de-chaussée, donc la pénétration de l'espace public dans ce musée, avec les collections. Et se dire que le côté intrigant de ce qui allait se passer au-dessus allait peut-être amener d'autres utilisateurs, d'autres découvreurs de cette histoire formidable qui est l'histoire de la Poste, qui n'est pas du tout limitée au timbre. Ça, c'est classé monument historique, c'est le presbytère 18e du pasteur Oberlin, grande figure du protestantisme mondial même. Il y a une ville qui s'appelle Oberlin aux États-Unis. Et en réparation des dommages de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, les scouts allemands construisent ce bâtiment, qui est un peu rudasse. Je vais le phagocyter, c'est-à-dire je vais travailler dessus, le garder et puis le transformer dans cette espèce d'observatoire d'Oberlin sur le banc de la Roche qui était sa vallée avec les populations dont il s'occupait. Voilà, alors il y a tout un complexe, plusieurs fermes du 18e. Celle-là, c'est la ferme des enfants, dans laquelle les enfants travaillent sur des méthodes autour d'un poêle, comme toujours. Le poêle chauffait l'intégralité de la maison, donc lui, il recevait les enfants pour les former. Et il avait comme théorie qu'un gamin, notamment petit, a besoin de se libérer de son énergie en permanence. Donc il faisait tricoter les gamins pendant qu'il leur racontait des histoires et pendant qu'il leur enseignait. Et donc c'était le poêle à tricoter. Il faut imaginer les enfants en train de tricoter et on leur raconte ce qui était assez étonnant. Donc c'est un pasteur assez remarquable. Là aussi, c'est la chance qu'on a en tant qu'architecte et scénographe de travailler dans les musées, c'est qu'on n'a aucune idée de là où on met les pieds, puis on ouvre c'est des boîtes de Pandore incroyables. Est-ce que finalement ce n'est pas votre démarche scénographique qui influence l'architecture, puisque ça oblige quelque part à travailler une autre échelle, avec un autre niveau de détail, avec un autre regard sur la matière? La perception du lieu, de la spatialité, de la lumière, des épidermes dont vous parliez, ce champ-là, c'est-à-dire qu'il est un champ architectural, pour nous reste au cœur de notre préoccupation. Et là-dedans, dans cet univers identifié, identifié ou en tout cas univers sensible qui nous donne
des informations, on va greffer une scénographie, on va greffer un mouvement, un parcours. Alors après, dans ce que vous dites, c'est assez vrai, c'est que peut-être aussi les considérations du scénographe qui finissent par dessiner un machin grand comme ça, ou comme ça, en essayant de trouver la matière de la charnière et la façon dont on va éclairer un demi-centimètre d'étoffe, oui, ça nous donne, peut-être que ça nous donne des ouvertures ou des sensibilités un peu plus aiguës sur la matérialité. Ça, c'est très probable qu'il y ait ce retour-là. Mais nous sommes et nous nous revendiquons avant tout comme architectes.